Bonjour, ici Stéphane Lévesque. Bienvenue à C'était hier. On reçoit Raymond Cormier qui va nous parler du tout premier maire de Saint-Angèle-de-Laval. Donc, je suis avec Raymond Cormier, qui est impliqué évidemment chez Patrimoine Bécancour depuis quelques années déjà et qui s'est commis dans une conférence sur le premier maire de Saint-Angèle-de-Laval. Et dans le fond, il va nous reprendre un peu de ce contenu-là. On va le développer aussi. Mais comment il s'appelait, le premier maire de Saint-Angèle-de-Laval? Oui, je me suis commis, mais avant, peut-être dire que c'est un travail d'une équipe complète, là, l'ouvrage qu'on a fait sur le premier maire, Jean-Baptiste Hould. Donc, il y a vous, puis il y a vos collègues. Oui, il y en a qui ont fait de la généalogie, la mise en page, 7-8 personnes là, qui ont travaillé là-dessus. Et avant de parler du premier maire, donc d'une municipalité qui a été créée, Saint-Angèle-de-Laval, on n'appelait peut-être pas ça comme ça à cette époque-là, mais il y a eu une occupation du territoire. L'année de création de Saint-Angèle, c'est 1867, 70. L'évêque a décidé qu'il y avait une paroisse en 1867, mais l'élection civile est en 1870 parce qu'il y a eu des contestations, pour en parler. Là. Oui, on y viendra. 2-3 années de contestation. Mais il y avait occupation du territoire avant. Il y avait du monde ici avant 1870. Oui, au moins 200 ans avant, certain. Et il y avait une occupation permanente. C'était pas des nomades, c'était des gens qui avaient... Oui. Ça faisait partie de la seigneurie de Bécancour, qui partait de la rivière Bécancour à la rivière Godefroy. Donc, c'est des gens là, qui étaient établis le long du fleuve à partir de la rivière Godefroy, qui faisaient partie de la seigneurie de Bécancour. Donc, dès 1775, 80, il y avait des gens. Pas avant, parce qu'avant ça, il y avait les Iroquois qui étaient qui étaient en guerre contre les Français, donc les gens étaient plus sur la rive nord, parce qu'il y avait un fort à Trois-Rivières. C'était comme une proteste, c'était plus sécuritaire. C'est ça, il était plus sécuritaire, mais il y en avait qui avaient des terres ici, mais pas d'établissement. Ils venaient chercher du bois, du foin, mais les établissements permanents, c'est à partir de 1680 à peu près. Et je vais profiter de vous, et pour nos spectateurs, téléspectateurs aussi, on parle de seigneurie, ça c'est le régime français. Oui. Juste faire un topo là-dessus, dans le fond, c'était une organisation territoriale, mais c'était une organisation administrative aussi, les seigneuries. Oui, les Français, c'était la manière qu'ils géraient le territoire du Québec. Donc, on concédait... un territoire. Souvent, c'était 3-4 lieues de front, donc une dizaine de kilomètres. À un ami du système, souvent, parce qu'ici, on parle ici de Pierre Robineau. Donc, le père avait été grand-voyer, tout ça, puis lui-ci, grand-voyer, puis il avait été c'est un capitaine d'armée, donc il y avait une récompense, en fait. On leur concédait un territoire, leur disant, faites venir des colons, et bâtissez un moulin et donc, donner des terres à des gens, mais les gens n'étaient pas propriétaires vraiment. Ils étaient comme censitaires. Donc, ils payaient une rente au seigneur, mais il avait le droit de la vendre, la terre, mais celui qui rachetait la terre, il fallait qu'il continue à payer la rente au seigneur. Et juste pour comprendre, le cens, c'était comme une forme d'impôt. C'est ça. C'est une location à long terme, mais tu n'étais jamais propriétaire comme tel, mais tu pouvais vendre la terre. Fait que tu étais un peu propriétaire quand même. Mais... Évidemment, on est dans un contexte démocratique maintenant. Ça peut faire... notre maire ou notre député, s'il ne fait pas notre affaire, on peut se présenter puis voter contre. On peut se présenter. Mais à cette époque-là, c'était pas nécessairement... Non, le seigneur demeurait propriétaire, mais il y a eu plusieurs propriétaires parce que Robineau a vendu. C'était cédé à des héritiers. Souvent, les héritiers se séparaient parce qu'il y avait 5 héritiers, donc ça faisait 1/5 chacun de la seigneurie. Ensuite, après le régime, la conquête anglaise, il y a eu beaucoup d'investisseurs qui ont
acheter des seigneuries. OK. Donc, Parce on va garder, bien qu'il y ait la conquête anglaise, puis les Anglais ils ont une autre façon de gérer le territoire, mais il va y avoir mais ils ont des gardé relents quand de même ça. les seigneuries jusqu'en OK. 1850. Là. Puis on va avoir une autre forme d'organisation du territoire plus d'inter. Ouais, les cantons, les entre autres. cantons, Moi, les je viens de townships. Saint-Léonard d'Aston. Ben, C'est ça, Aston, exact. je ne veux pas m'avancer trop, mais c'était un canton, ça, Oh, Aston. ouais, on entend aussi township. Là. OK, oui. Les cantons de l'Est, similaire, Eastern Township, tout Ouais, ça. c'est ça. Donc, bon, là, on revient. On a une seigneurie à Bécancour. Puis là, c'est quoi? Y a-tu des indépendantistes à Saint-Angèle-de-Laval qui veulent avoir leur territoire? Pourquoi qu'elle se scindent? Pourquoi qu'on se détache de la seigneurie de Bécancour à Saint-Angèle? Ben, au départ, celui qui avait la paroisse était faite de même parce que l'église avait été établie à Bécancour. Puis les gens de Saint-Angèle n'étaient pas si pressés que ça. OK. De se faire une propre église parce que la plupart, souvent, ils allaient se faire baptiser à Trois-Rivières. OK. C'était pour eux autres, c'était rien, traverser le fleuve. Donc, il n'y avait pas à payer d'église, pas à payer de presbytère. C'était pas si bête que ça, dans le fond. Puis ceux qui étaient proches de Bécancour, ben ils allaient à Bécancour. Mais moi, je pense que ce qui a amené le coup, c'est l'arrivée du chemin de fer. OK. L'arrivée du chemin de fer en 1861. Donc, qui partait d'Arthabasca jusqu'à Trois-Rivières. C'était la ligne Arthabasca-Trois-Rivières que ça s'appelle. Donc, me trompe-tu en disant qu'il y avait une gare ici? Oui, il y avait une gare importante. Et puis, parce que sur la rive nord, il n'y avait pas de train. Donc, tout ce qui allait à Trois-Rivières, qui venait des États-Unis ou de Montréal, du Québec, passait par le train. Donc, passait dans la ligne Arthabasca, c'était Québec-Montréal, le grand tronc. Ils ont fait une ligne vers Saint-Angèle. Et en ayant une ligne vers Saint-Angèle, mais ça prenait un quai pour traverser les passagers et la marchandise surtout. Donc, ça a amené un certain... ça a amené le chemin de fer, a amené le télégraphe. C'était important, ça, le télégraphe, dans le temps. Donc, les gens de Bécancour, Gentilly, Saint-Grégoire, il n'y avait pas de télégraphe. Donc, ils venaient à Saint-Angèle. Il se crée une activité oui. commerciale. Il y a des restaurants, parce que là, on a des gens qui débarquent en train, puis des gens qui travaillent, qui débarquent le matériel. Exact. Puis, juste pour vous dire, les plus jeunes, moi, j'ai pas connu ça, qu'il n'y avait pas de pont à Trois-Rivières. Mais il n'y a déjà pas eu de pont La Violette. Là. Ah ben oui. Mais moi, j'ai connu ça, le bateau, c'est sûr. On traversait, puis l'hiver, il y avait un pont de glace. Pont de glace, oui. C'était un bon grand facilitant, ça. Ben oui. La glace pognait dans ce temps-là. Ben oui, parce qu'il n'y avait pas de circulation de bateaux. Gros bateaux, tout ça. Donc, on a de l'activité commerciale, on a un quai, il y a du monde. On a une augmentation de population. Okay. La population était rendue à près de 1200 habitants. Okay. Donc, il y a des gens qui ont dit, si on avait une paroisse, ça serait intéressant. On aurait notre noyau, tout ça. Okay. Et ils ont fait des requêtes auprès de l'évêque. Dans ce temps-là, c'était l'évêque qui décidait, c'était pas d'autre chose. L'évêque, dans ce temps-là, c'était l'évêque de Trois-Rivières, parce que Nicolette existait. Il n'y avait pas de diocèse à Nicolette. Non, c'est ça. C'était géré par Trois-Rivières. Okay. Fait que là, on crée ça, puis est-ce que c'est une création qui se fait dans la facilité, ça va de soi ou il y a des litiges non, c'est sûr que ça va pas de soi, parce que la paroisse de Bécancour perdait des ouailles et perdait de la dîme et tout. Donc, la paroisse, le curé de Bécancour, lui, ce qu'il voulait, c'était faire une chapelle à Saint-Angèle, une mission, dans le fond. Lui, il aurait desservi Saint-Angèle, mais ça aurait resté paroisse de Bécancour. Mais l'évêque de Trois-Rivières n'a pas voulu. Il a dit non, ça va être une vraie paroisse. Sauf que là, il y avait les paroissiens qui étaient contre la paroisse. Parce que l'évêque a dit que ça va être l'île de Saint-Angèle. Donc, ça va partir de la rivière Godefroy jusqu'à la rivière Bécancour et le lac Saint-Paul. Si on regarde ça sur une carte, là, ça fait comme une île. Mm-hmm. Mais ceux qui restaient près de la Godefroy, pour eux autres, c'était plus facile d'aller à Saint-Grégoire. Ils n'étaient pas trop intéressés. Parce qu'en plus, en étant paroissien de Saint-Angèle, il fallait qu'ils payent la dîme et tout. Donc, à Saint-Grégoire, l'Église faisait longtemps qu'elle était payée. Tout ça. Donc, il y avait de l'opposition là. La même chose à Bécancour. Ceux qui étaient près de la rivière Bécancour, bien, ils étaient plus portés à aller. Puis même, il y en avait qui allaient dire, on n'a pas besoin de paroisse, on va à Trois-Rivières. Donc, ça... C'est drôle, je vous entends parler, puis j'entends le débat sur les fusions municipales.
C'est un peu le même principe. C'est toujours la même pourquoi chose. qu'on paierait ça? Puis là, nous autres, ça ferait plus notre affaire. C'est toujours ceux qui sont à la marge qui sont contre. Hein? Puis c'est les perdants, en fait. C'est sûr. Fait que... Et M. Ould, Jean-Baptiste, qui va devenir le premier maire, est-ce qu'il est impliqué dans ces débats-là, lui? Oui, lui, il était contre la paroisse. OK. Ah oui, il était contre. Parce que M. Ould, où il restait, lui, c'était bizarre, il restait sur la Grande Rivière, à peu près à mi-chemin entre Bécancour et Saint-Grégoire. Il était à peu près à mi-chemin. Lui, Bécancour ou... pas Saint-Grégoire, Saint-Angèle. Lui, Bécancour ou Saint-Angèle, pour lui, là, c'était égal, là, en distance. OK. Mais... les raisons exactes, on ne l'a pas su. Là. Pourquoi? Mais on se doute que c'était une question d'argent aussi. Là. Okay. Il y avait pas... en tout cas, il était contre la paroisse. Mais finalement, ça s'est fait quand même. Parce que, dans le fond, c'était pas compliqué, c'est l'évêque qui décidait. Il n'y a pas eu de référendum sur les fusions. Non, l'évêque disait... L'évêque a traversé, il a pris le bateau, il a mis une croix ici, là, juste à côté, puis il a dit, l'Église va être là. C'est littéralement à côté où on est en ce moment, il a mis la croix là. Il a mis la croix là, puis il a dit, c'est le plus beau terrain de Saint-Angèle, c'est plus haut, c'est une petite rochelle, donc t'as pas fou. Une belle vue sur Trois-Rivières, puis il a dit, l'Église est là, ça finit là. Puis l'Église qui est toujours là. Puis les paroissiens qui étaient contre, c'était comme, tu sais, contre l'Église catholique, puis tout ça. Fait que les gens étaient assez religieux dans ce temps-là, donc ils se sont pliés. Mais les opposants à la paroisse ont continué quand même, parce que les autres, là, ils se sont opposés à la municipalité, parce qu'une fois que la paroisse religieuse est faite, là, il fallait qu'ils fondent une paroisse civile, donc une municipalité. Là, ils se sont opposés. Il y a eu des avocats, ils ont engagé des avocats, mais même là, ils ont perdu leur cause. Fait que c'est pour ça que la paroisse, c'est 1868, et la municipalité, c'est 1870. Normalement, c'est ensemble. Je ne veux pas m'aventurer dans des termes que je connais moins, mais ce qu'on appelle une érection canonique. Canonique, c'est ça. Ça, c'est 1868. Ça, c'est la création religieuse. Religieuse, c'est ça. Religieuse catholique, d'une entité. Puis là, on va avoir la naissance réelle. De la municipalité. Et le monsieur Ould, en question, sa profession, il fait quoi dans la vie? Lui, c'est un cultivateur. C'est un cultivateur relativement aisé. OK. Parce qu'on a vu, d'abord, il a hérité de son père, vraiment, là, la terre, la maison, les animaux, tout le roulant de la ferme. Donc, en partant, ça le mettait un peu d'avance. Il y avait une bonne partance. Il y avait une bonne partance, puis il y a eu beaucoup d'enfants, une dizaine d'enfants, donc beaucoup de petits gars qui ont probablement aidé, puis tout ça. Souvent, c'était ça qui faisait la richesse d'un cultivateur. C'était la main-d'œuvre. Puis son père, il y a légataire, donc il habitait là. Oui. Est-ce qu'il était d'une lignée? C'était-tu de plusieurs générations? Non, son père, c'était la première génération. C'est des gens qui venaient de Sainte-Croix. De Lotbinière? Sainte-Croix de Lotbinière, l'île d'Orléans. Ensuite, il y en a un qui s'est installé à Sainte-Croix de Lotbinière. Ensuite, ici, à Saint-Angèle. Juste pour fermer sa généalogie. Oui, c'est ça. Généalogie. C'est ça. Mais il y a des descendants, il y a des Ould. À Gentilly, maintenant. Oui, il y en a partout des Ould. C'est des parents, c'est son parent. Souvent, faut voir pour chacun. Parce qu'il peut y avoir le Ould qui est parti de Sainte-Croix, qui est allé à Bécancour. Il y en a peut-être un frère ou un cousin qui est allé à Gentilly. Là, souvent, il faut regarder ça. Mais je sais que des enfants de Jean-Baptiste, il y en a eu à Sainte-Gertrude, Gentilly, ça c'est clair. Ça, qui se sont installés. Il y en a eu aussi également à Saint-Angèle. Il y en a un qui a hérité de la terre, mais lui, il a vendu en 1940. Puis là, ses enfants sont partis, puis on n'a pas eu de... Et évidemment, il va s'inscrire dans un contexte historique, parce que là, on parlait du régime français tantôt, là, on est en 1871. Il y a eu la conquête, puis même qu'il y a eu la création du Canada. On est post-confédération, 1867. Qu'est-ce qu'il va faire, M. Ould? Qu'est-ce qu'il va développer à Saint-Angèle?
D'abord, il y a eu l'honneur de dire qu'il s'était trompé, donc donc il s'est présenté à la mairie. Et puis, il a remporté la victoire. Donc, il s'est dit, j'étais contre, mais là, c'est un fait accompli. Donc, je me rallie et je travaille pour que ça fonctionne. Donc, il y a au moins ça à son honneur, parce qu'il n'a pas resté dans son coin puis en grognant, puis en faisant rien. Il s'est impliqué. Et puis, ses enfants aussi se sont impliqués. Je sais qu'ils ont payé, par exemple, le chemin de croix. Parce que c'est un monsieur qui était relativement en moyen. Et son plus vieux était avocat à Trois-Rivières, Ludger, et puis il était présent aussi. Fait que, on voit plusieurs dossiers où on voit qu'il y a M. Jean-Baptiste et son fils Ludger, avocat, qui travaillent là, pour... Il donnait des par exemple, qui ont payé... Il donnait-tu des contrats à son fils, lui, là? Pas nécessairement, mais il avait sûrement des conseils gratuits. Oui, c'est ça. Et au niveau de ses réalisations, bon, évidemment, vous m'avez parlé de chemin de croix, là, c'est bien, oui. Mais gérer une municipalité, c'est plus que faire des chemins de croix. Là. Qu'est-ce qu'il va concrètement, qu'est-ce qu'il va réaliser? C'est assez difficile de vous répondre, premièrement, parce que les procès-verbaux les 3 premières années de Jean-Baptiste sont passés au feu dans la maison du secrétaire trésorier. Donc, les 3 premières années, on ne le sait pas. Procès-verbaux, de la municipalité. Des archives. Mais j'ai retrouvé les procès-verbaux du conseil de comté, fait que ça donne un peu une idée, parce qu'il siégeait au conseil de comté. C'était comme une MRC? Oui, exactement. On n'a rien inventé. Jusqu'en 1976, les MRC, c'était des conseils de comté. Ah, il y avait une entité qui s'occupait essentiellement, dans le temps, il s'occupait des routes entre les municipalités. Ben oui. C'était le principe, les fossés, puis des genres de trucs de même, mais tout ce qui regardait 2 municipalités. Donc, ses principales réalisations, à l'époque, c'était ce qu'on a vu, c'était de bâtir des chemins. C'était la mode, dans le fond, parce que là, en 1867, les gens commençaient à prendre le 2e, 3e, 4e rang, puis s'en aller. Donc, ça prenait des chemins dans tous les rangs. Et puis, ça prenait des chemins plus carrossables, parce que Saint-Angèle, c'était un lieu de passage. Là. Les gens de Gentilly qui allaient au marché à Trois-Rivières ou Saint-Grégoire, il fallait qu'ils passent par Saint-Angèle. C'était un carrefour. Ben oui. Donc, ça prenait des routes. Donc, ces principaux dossiers, ce qu'on a vu, c'est de les routes. Okay. Mais avec tout ce qui vient avec, parce qu'à chaque fois qu'il y avait une route, il y avait la chicane. Ah, pourquoi donc? Pour savoir qui paye. C'était pas compliqué. On y revient tout le temps! Dans ce temps-là, lorsqu'une route était locale, par exemple, on faisait un rang, c'était pas compliqué, c'est ceux qui restaient sur le bord du rang qui payaient la route. OK. Donc, c'était qui payait l'entretien. Ça allait bien. Mais où ça a commencé à brasser un peu, c'est lorsque le conseil de comté a dit, bien là, ça prendrait une bonne route entre Bécancour et Saint-Angèle, parce que là, c'était une vieille route qui passait sur le bord du fleuve, qui était à hauteur du fleuve à peu près, que le printemps s'était noyé, puis tout ça. Fait que puis la municipalité de Bécancour disait, bien là, toutes les municipalités disaient, ça nous prend une route carrossable pour venir de Gentilly. Fait que Saint-Angèle n'était pas d'accord. Il les comprend. Parce que la partie de Bécancour, c'était Bécancour qui payait, mais la partie de Saint-Angèle, c'était Saint-Angèle. Uh-huh. Mais si on part de Bécancour jusqu'à Saint-Angèle, il y a peut-être 500 mètres à Bécancour, puis 10 km à Saint-Angèle. Donc... Puis là, on est en période pré-automobile. Oui, mais quand même, ça prend des routes carrossables. C'est ça. Donc, il y avait des oppositions entre le Saint-Angèle et j'étais pour dire la MRC, mais le conseil de comté. Le conseil de comté, Saint-Angèle avait une voie. Uh-huh. Donc, il perdait. Donc, la route, il était obligé de la faire. Mais une fois que la route était faite, qui va payer? Bien là, mais t'as un payage, non? Non, mais c'était pas seulement ceux qui étaient sur le bord de la route, parce que Saint-Angèle disait que c'est une route intermunicipale. C'est un équipement. Donc, il faut que ça soit tout le monde de Saint-Angèle qui paye. Ah, ça devait chialer. Les gens du Petit-Bois, Laurent du Petit-Bois, qui n'avait pas besoin de cette route-là, mais il était contre. Donc, il y avait toujours des propositions, contre-propositions. Puis là, c'était toujours 3, 4,
Je pense qu'il a voté une dizaine de fois avec son vote prépondérant à l'époque. Parce qu'il y avait 2 votes. Il était maire. Ben oui. Il était conseiller, parce qu'à l'époque, les maires n'étaient pas élus. OK. Il était nommé. Il était élu conseiller. OK. Puis les conseillers s'élisaient un maire. OK. Donc, il avait son vote de conseiller, puis il avait son vote de maire. Donc, un vote prépondérant, cas d'égalité, il pouvait séparer. Mais il y avait 2 votes, dans le fond. Ben oui. Saint-Angèle, dans le fond, ça naît un peu dans la controverse. Il y a des débats, puis à un moment donné, c'est l'évêque du diocèse qui tranche, puis il dit ça va être une paroisse, puis ça va être une municipalité. Mais son règne va être comme marqué par cette naissance difficile-là. Il va y avoir un règne tumultueux. Ça ne sera pas une balade dans le parc là, pour notre ami Hood. Là. Il va être contesté. Non, il était contesté parce qu'il y a beaucoup... Quand on parle de vote prépondérant, c'est parce que c'est chaud, comme on dit. Donc, il y avait clairement deux clans, je pense qu'on pourrait dire ça de même. Il y avait la périphérie et le noyau central, ici le noyau urbain qu'on pourrait dire. Le village même, et puis la campagne. Puis, d'ailleurs, ça s'est séparé dans les années 1900. Il y a eu la municipalité du village et la municipalité de la campagne, mais c'est comme partout dans beaucoup de municipalités. Là. Il n'y avait pas les mêmes intérêts, c'est sûr, parce que le village avait plus des intérêts d'eau, d'égout. Tout ça, tandis que les municipalités, c'était plus des intérêts de chemin, donc ça n'avait pas les mêmes... les mêmes enjeux. Mais non, c'est pas les mêmes besoins aussi. Puis, et évidemment, c'est ça, on parle de règne où ça brasse un peu, même qu'il va démissionner à un moment donné. Puis là, il y a une controverse dans la controverse. Il a été élu pour une première fois en 70. 2 ans après, il a été battu. Et il est revenu ensuite pour un nouveau règne de 2 ans. Et ensuite, là, il a été réélu encore, mais là, il a dit qu'il ne s'est pas représenté. Il a présenté un conseiller pour être maire. Donc, il voulait se retirer de la mairie. Il avait désigné un dauphin. Un dauphin, oui. Puis, justement, j'ai un parent à moi, Moïse Cormier, donc un de mes ancêtres. Mais qui était son voisin dans le temps. Et qui s'entendait bien. Il s'entendait bien. Prends donc ma place. Il a dit, vas-y donc, Moïse. Puis là, même la séance où il a proposé Moïse Cormier, il a dit, moi, je démissionne, je vous laisse ma place. Mais là, le conseil n'a pas voulu. Ils ont refusé sa démission. Dans ce temps-là, apparemment que ça pouvait se faire. Tu veux t'en aller, mais on ne veut pas que tu t'en ailles. Fait que ça restait de même. La séance, d'ensuite, il est revenu à la Chambre. Il a dit, selon l'article 46 et 47 de la loi sur la municipalité, etc., je démissionne en raison de mon grand âge. Là, les autres conseillers ont resté bouche bée. Son fils était avocat, puis probablement qu'il a dû dire, là, il a le droit. Je sais pas. Puis là, juste grand âge, il y avait 60. 60 ans? 60 ans, je pense qu'il est mort à 85. Mais il a continué sa carrière un petit peu. Là. Mais on peut dire, c'est ça, c'était comme trouver un... Il voulait s'en aller. C'est ça. Il se dit, mon temps est fait, probablement. Ça fait que... C'est particulier, pareil, que le conseil refuse sa démission. Oui. Parce que, mettons qu'il aurait resté, ça ne devait pas y tenter, il voulait démissionner. Il ne voulait pas jouer à belle-mère, probablement. Il avait présenté l'autre comme mère, puis il ne voulait pas... Je ne sais pas exactement. Okay. Mais les procès-verbaux de l'époque, là, c'était fait assez succinctement. C'est-à-dire que proposé par, puis il faut... Le contexte, le débat, non, il n'y avait pas vraiment grand-chose. Là, je pense à ça, mais Moïse Cormier, là, il va savoir quel type de mandat qu'il va avoir, lui? Ça, j'ai pas... C'est-tu un bon maire? C'est une bonne question. C'est une bonne question, mais on ne s'est pas rendu là. Okay. Pour l'instant, moi, ça sera peut-être... à suivre. Dans mes vieux jours, essayer de voir ce que Moïse a fait. Mais notre premier maire de Saint-Angèle, dans le fond, va jeter les bases d'un essor. Parce qu'on va le dire, que Saint-Angèle va avoir un essor économique, commercial, tout ça. Évidemment, on a parlé du quai, qui est un facteur, puis il va se créer... d'activité commerciale. On va avoir des hôtels à Saint-Angèle. Oui. Il y avait des hôtels, des garages. Plus tard, quand l'automobile est arrivé,
Il y a eu des garages, des forgerons, tout ce qui va avec les restaurants, même. Il y a des vieilles photos, là, où on voit des petites cabanes là, où, juste à l'entrée de la gare où c'était écrit « sandwich » dessus. Donc, ils vendaient des sandwichs. Les gens de cantine là, que les gens installaient. Puis les gens, les maraîchers, parce qu'on a de la production agricole, beaucoup sur la Rive-Sud, on va... Si on va aller vendre nos produits à Trois-Rivières, où il y a un gros bassin de population à cette époque-là, qui est encore le cas, on va amener, dans le fond, les gens amenaient leurs produits au quai? Bien, ils traversaient il y avait un marché à Trois-Rivières. Donc, ici, Saint-Angèle, c'est spécialisé en maraîchers. Parce qu'il n'y avait pas tellement d'éleveurs d'animaux à Saint-Angèle, c'était plus des maraîchers. Donc, il y avait beaucoup de maraîchers qui allaient vendre leurs légumes à Trois-Rivières. Comme il y avait beaucoup de pêcheurs aussi à Saint-Angèle, des pêcheurs commerciaux, qui allaient vendre leurs poissons au marché aux poissons à Trois-Rivières. Donc, ça faisait comme une espèce d'activité économique, en plus là, de toute l'activité liée au quai, au train et tout. Là. Fait que... Puis quand vous dites pêche commerciale, on pêchait quoi ici? C'était la perche chaude? Non, de la perche chaude, c'est plus au lac Saint-Pierre? Ce qu'on a vu dans les recensements, c'était l'alose. Il y avait beaucoup d'alose. D'alose, de bar, le bar rayé et de l'anguille. Il y avait beaucoup de pêcheurs d'anguilles. On regarde ça, là, dans les recensements, il déclarait 250 barils d'alose ou d'anguilles. De perche chaude, je ne l'ai pas vu dans les recensements. Probablement que c'était pas... C'est plus dans le secteur... Moi, je ne sais pas. Peut-être qu'il en prenait, mais je n'ai pas vu ça dans les recensements. C'est pas recensé, ça ne devait pas être une activité qui était commerciale. C'est surtout l'alose, c'est du gros poisson, je trouve. Que... Donc, c'est ça. On va même élaborer... en passant, une question. Quand vous dites on traversait, on n'embarquait pas d'une chaloupe, là? C'était quel type de bateau qu'on prenait pour aller à Trois-Rivières? Bon, les vapeurs sont arrivées dès 1850, à peu près. Le capitaine Charles Bourgeois de Saint-Angèle, je pense en 1850-51, déjà traversait à Trois-Rivières, mais il y avait deux bateaux. Il y avait un bateau à Saint-Angèle puis un bateau à l'embouchure de la Godefroy. Parce qu'il y avait une traverse aussi à partir de Pau-Saint-Grégoire. D'ailleurs, à cette époque-là, il y avait beaucoup de traverses. Il y avait la traverse du Port Saint-François, de Nicolette qui allait à Trois-Rivières. Il y avait l'embouchure de la Godefroy, il y en a une à Saint-Angèle. Il y en avait une aussi à l'embouchure de la rivière Bécancour. C'était pas une traverse aussi régulière que Saint-Angèle, mais il y avait quand même un quai à Bécancour. Mais vous me parlez de bateau à vapeur, là. C'était pas une expédition traversée, là. Non, c'était des roues à aube, qui traversaient directement. Puis souvent, l'hiver, ils arrêtaient. Parce qu'ils pouvaient pas. Mais à partir des années 1870, là, ils ont commencé à avoir des coques d'acier. Et puis, être pas mal plus costaud. Je ne dis pas qu'il traversait 365 jours par année, mais il se rendait de plus en plus... Mais là, on parle pour parler. Saint-Angèle, le pont de Trois-Rivières, ça n'a pas été une bonne nouvelle pour Saint-Angèle, ça? Il ne veut pas partir un débat, là? C'est-à-dire que... non. C'est sûr qu'il y a beaucoup de commerces qui ont fermé. Il y a des postes à essence à Saint-Angèle, il n'y en a pas. Il n'y en a plus. Avant ça, moi, je ne sais pas, moi, là, 25 ans, il y en avait peut-être 7-8, là. Peut-être que j'exagère. Mettons 5-6 certains, là, il y en avait partout dans le village. Donc, il y a eu baisse. Il y avait le gros magasin général de Levasseur qui était quasiment... Le monde, c'est quasiment régional, ça. Ils vendaient des meubles, la quincaillerie. C'était comme un magasin à rayon? C'est un gros magasin à rayon. Là, et puis ça a fermé, ça, tout de suite après l'ouverture du pont, ou à peu près. Tu regardes le Courrier Sud des années 1967, toutes les annonces qu'il y a partout, c'est « gens de la Rive-Sud, venez nous voir ». Puis les magasins de Trois-Rivières payaient des annonces dans le Courrier Sud pour leur dire « venez nous voir, on vous attend, on vous aime ». Fait que c'est sûr que ça... tout le monde en a... Mais il y a eu des avantages. Nicolette aussi a perdu des magasins. Il y a beaucoup de... Il y a eu du développement résidentiel. Oui. Mais il y a eu peut-être une baisse commerciale ou ça. En date d'aujourd'hui, je pense que Saint-Angèle a plus de population, beaucoup plus qu'en 1967, mais quand même. Merci, M. Cormier. Ça m'a fait plaisir. Donc, on se dit à la prochaine. C'était hier.